Bonjour, bienvenue à tous dans ce Café Marco. Alors pour commencer, avant de se présenter, on va juste vérifier que vous nous entendez bien. Vous pouvez utiliser le petit outil question que vous avez dans GoToWebinar pour pouvoir nous témoigner du fait que vous nous entendiez au moins correctement. Après, on va pouvoir commencer. Alors il y a toujours un petit décalage entre le moment où vous allez faire la question et on va la recevoir. Des nouveautés techniques aujourd'hui. Alors, on découvre un petit peu aussi en même temps que vous. Fort et clair, super. Bienvenue à tout le monde. Alors, vous l'avez vu dans ce superbe générique qui a été préparé par notre équipe marketing. Aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que nous allons commenter l'actualité juridique et réglementaire avec un invité spécial, Nicolas Charel. Bonjour tout le monde. Évidemment avec Marie Bardi, Bonjour à toutes et à tous. qui est notre chef de produit Marco. Alors moi, je vais vous partager mon écran parce que Maître Charel a eu le plaisir de nous préparer une petite présentation qu'on va pouvoir décrypter ensemble. Donc pendant 1 heure, on est sur un format un peu plus long cette fois-ci. Et je vous partage ça tout de suite. N'hésitez pas à meubler en attendant, il n'y a pas de problème. Bon, vous êtes tous bien installés. Oui, moi je voulais faire un petit coucou. J'ai vu que vous étiez nombreux des territoires outre-marins, Guyane, Antilles, des gens de la Réunion aussi. Donc un petit coucou spécial dans les contrées où il y a toujours du soleil. Alors, merci. Petite particularité aujourd'hui, je pense qu'on bat un peu les records concernant l'affluence sur le Café Marco, vu que vous étiez plus de 1000 à être inscrits. Même principe, vous allez pouvoir poser vos questions tout au long de l'émission, mais tout au long du webinaire. Étant donné le volume, la foule que vous êtes aujourd'hui, on ne pourra forcément pas toutes les traiter, mais on va essayer avec Marie Moi, je de faire pensais au mieux. qu'une question, 10 secondes, on peut le faire en 1 heure. Et du coup, On on va fait qu'une déjà question essayer de rapide. relever le challenge du format d'1 heure. Et c'est normal qu'on ait autant de monde. On a un grand nom de la commande publique. Moi, je suis Merci. ravie de faire ce Café Marco avec Nicolas. Ça faisait un moment qu'on avait envie de faire un événement de ce type. Donc, vraiment très, très honorée de vous avoir avec nous. Eh ben, c'est avec grand plaisir. Donc, merci Marie, merci à Café Marco de l'invitation. Effectivement, on a voulu combiner nos énergies positives. Vous avez vu les petits clins d'œil probablement sur LinkedIn pour vous présenter une actualité qui finalement est assez riche en fin d'année. Assez souvent, c'est la tradition pour les fêtes de Noël et la Saint-Sylvestre. On a quelques décrets d'application. C'est un petit clin d'œil. Et puis probablement aussi pour le 1er avril, vous savez que Bercy nous amuse toujours des sorties de décret pour le 1er avril ou pour le 30 ou le 31 décembre. Ça permet de rester alerte et de pas se noyer sous une actualité tout au fil de l'année. On concentre bien à la fin de l'année les décrets et l'actualité. Donc c'est le cas et on va pouvoir la commenter aujourd'hui, bien entendu. Essayer de répondre au maximum de questions que vous allez pouvoir poser, bien que étant plus de 1100, comme Marie vous l'a dit, et je vous remercie d'être tous présents. On ne pourra pas répondre à tout. On commence donc, je tourne la tête de temps en temps, c'est pas un tic, ne vous inquiétez pas, c'est parce que le retour écran de la diffusion est juste à côté de moi, et donc c'est pour que je puisse suivre, et donc de temps en temps je jette un œil sur donc les slides. Voilà, c'est un petit tic technique. Donc cette actualité est marquée, vous l'avez tous remarqué, par des décrets de fin d'année. Donc on a eu la joie de pouvoir découvrir en fin d'année non seulement le premier décret qu'on attendait tous avec impatience en se demandant si le seuil d'exception de mise en concurrence des marchés de travaux jusqu'à 100 000 euros hors taxe allait être maintenu, quel suspense, et effectivement le décret est sorti un peu en catastrophe pour nous confirmer que ce seuil était reporté toute l'année 2025, donc nous sommes impatients d'attendre le 30 décembre 2025 pour peut-être de nouveau nous confirmer que le seuil d'exception de mise en concurrence des marchés de travaux à 100 000 euros pourra être reconduit pour 2026. Bon, un jour, il faudra peut-être quand même se décider à pérenniser ce seuil, à l'instar des seuils de 40 000 euros, bien entendu, d'exception de mise en concurrence. Donc c'est un seuil qui était temporaire et le temporaire dure, on le sait tous. Une alerte néanmoins sur l'utilisation de ce seuil,
Ça a été créé, cette exception de mise en concurrence post-Covid, pour refaire des travaux un peu rapides dans des circonstances un peu particulières. C'est utilisé aussi pour des événements un peu à caractère exceptionnel. Ça peut être le cas notamment pour nos compatriotes et amis à Mayotte. Ça reste quand même à confronter avec la définition du besoin sur la notion d'opération, puisque l'idée du seuil d'exception des 100 000, c'est pour ponctuellement ne pas être lié à des obligations de mise en concurrence parfois un peu longues et un peu lourdes pour des entre guillemets petits travaux, à l'instar des petits achats de fournitures et de services de moins de 40 000. Donc ponctuellement pour avoir la possibilité de faire, je ne sais, une clôture par exemple autour d'une école, ça peut valoir moins de 100 000. Donc ça peut être assez opportun de bénéficier de cette exception de mise en concurrence. Toutefois, 100 000 euros de travaux, ça peut être assez conséquent en termes de volume, en termes de prescription technique. Donc, un devis tout seul, si vous me pardonnez l'expression sec, peut devoir quand même être analysé par les services techniques pour voir s'il correspond aux normes techniques, aux usages, au prix habituel. Et parfois, on va quand même essayer de se rassurer en essayant de demander 2 ou 3 devis pour pouvoir comparer des choses comparables. Et ça sera un peu en fin d'intervention. Je vous parlerai donc de la vérité sur l'affaire des 3 devis avec le tribunal administratif de Strasbourg qui a fait couler beaucoup d'encre et fait faire beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Oui, ça soulève beaucoup de questions, donc Oui, il on y a a plein de questions impatient. sur, voilà, on sait plus, est-ce qu'on fait 3 devis, comment on fait 3 devis, donc voilà. Le deuxième décret, c'est le décret donc qui est daté du 30 décembre, qui est paru le 31. On l'a tous lu entre le 31 et le 1er. On l'attendait plus, surtout moi quand j'ai vu le premier décret avec le seuil de 100 000 euros, je me suis dit bon c'est bon, je vais Oui, réveillonner tranquille. J'ai fait mon petit post c'est sur ça. LinkedIn et bim, Et il est bim, arrivé juste après. et bim, et il est arrivé juste après, effectivement, parce que avec un gouvernement un peu sans trop de gouverne, en tout cas avec une forte instabilité, on pouvait se poser la question de savoir si tout ça allait arriver quand même à sortir. Donc on se projetait sur un décret qui pouvait plutôt arriver pour les trimestres 2025. Et puis finalement, surprise du chef, donc on a pu fêter ce décret paru au JO le 30 et le 31, pardon, et donc qui prend un certain nombre de mesures. Parfois, c'est quand même des mesures d'ordre technique. On est à la limite de la gestion des affaires courantes, ou en tout cas des choses qui peuvent se faire sans qu'il y ait nécessairement besoin d'avoir encore tout de stabilisé. Donc c'est bien, ça permet de faire la démonstration que notre système français permet quand même de continuer à fonctionner. Donc ce décret présente un certain nombre de mesures qui ont pour vocation de simplifier, puisque ça s'appelle simplification. Alors, le premier décret portant simplification du code de la commande publique, qui était en fait à l'époque le code des marchés publics, je crois que c'est 10 avril 1994. Nous avons toujours pas changé de motif. Et donc, effectivement, c'était l'époque où on a remplacé, on pouvait mettre dans la même enveloppe les candidatures et les offres, ou au contraire mettre dans 2 enveloppes séparées ce qu'on mettait dans une. Donc déjà, on voulait simplifier en 94. En 2025, on continue de simplifier, tout va bien. Et vous vous êtes tous rendu compte que, effectivement, de plus en plus, on simplifie, ce qui nous fait de plus en plus de travail pour mise en œuvre de la simplification. L'avantage, c'est qu'on se retrouve autour d'un café pour pouvoir en discuter. Donc, je vous passe l'exception de mise en concurrence des seuils pour les marchés de la défense, parce que je suppose que y a pas beaucoup de représentants du ministère de la Défense pour les marchés sans mise en concurrence innovante à moins de 300 000. Par contre, de manière un peu plus saillante et sur un point sur lequel il faut faire rapidement un focus, c'est une nouveauté, c'est la possibilité en cours de consultation pour les procédures restreintes. Donc je vous rappelle, ça peut être un MAPA restreint ou avec négociation, ça peut être une procédure avec dialogue compétitif, ça peut être une procédure formalisée avec négociation, les partenariats d'innovation pour les personnes nombreuses qui en font parmi vous. Ça permet donc de créer un groupement après la phase de sélection de candidature. Le décret autorise soit la création d'un nouveau groupement, soit la modification des groupements existants. C'est 2 choses qui sont différentes, et ça peut effectivement conduire à ce qu'un candidat unique finalement complète sa candidature, sa structuration de candidature a posteriori de la validation de sa candidature. Et puis surtout, ça permet aussi à des groupements préexistants, donc par exemple 3 candidatures dans une procédure restreinte,
de modifier leur propre candidature, voire même de fusionner leur candidature. Donc, vous lancez une procédure restreinte, vous retenez 3 candidats pour, par exemple, un petit marché de type marché global de performance, et puis tout d'un coup, vous en avez 2 des candidats, 2 des structures qui vont se regrouper, fusionner, et vous allez vous retrouver, l'acheteur va se retrouver avec uniquement 2 candidats au lieu de 3. Allez, soyons fous, pourquoi pas un, parce que finalement, les uns et les autres étant au courant de ce que les uns et les autres ont pu obtenir comme sélection de candidature, euh, tout le monde pourrait s'entendre pour faire qu'une seule offre globale. Après tout, c'est plus facile à analyser, évidemment. Et donc, c'est assez surprenant parce que le texte nous dit, sous réserve de respecter le principe d'égalité de traitement et de vérifier que toutes les compétences et références sont acquises. On est d'accord sur le fait qu'un groupement qui se reconsolide, se recompose a posteriori la phase de sélection de candidature présente quand même des bonnes garanties. Par contre, la question de l'égalité de traitement est très très fortement interpellée parce que comment peut-on accepter que, par exemple, un quatrième qui aurait été évincé dans la liste des candidats sélectionnés apprenant au passage que finalement les groupements ont été modifiés pendant la phase de négociation, il va lever la main en disant mais pourquoi pas moi? Mais il fallait me le dire que vous alliez autoriser parce que vous m'avez évincé au motif que je présentais pas les garanties professionnelles, techniques et financières suffisantes. J'ai fini quatrième ou donc au pied du podium sur la sélection de candidature pour un marché global de performance. Si j'avais su qu'on aurait pu se modifier en cours de route, j'aurais pas manqué d'adjoindre des sous-traitants, d'adjoindre des co-traitants, voire évidemment de me grouper avec un des candidats sélectionnés. Donc c'est très problématique sur le plan de la gestion de l'égalité de traitement et donc ça génère, vous voyez la casquette que je peux avoir, ou plutôt la robe que je ne porte pas aujourd'hui, l'avocat qui va dire mais comment va-t-on assurer le respect de l'égalité de traitement dans des conditions pareilles? Et la proposition qui est faite dans une logique de gestion de risque contentieux, c'est de se dire on va se dépêcher de ne pas appliquer la nouvelle formule proposée par ce décret parce qu'elle est source davantage de contentieux que de sécurité juridique, parce que les modifications a posteriori sont rares. Alors elles sont prévues. Hein, le Code de la commande publique prévoit bien des hypothèses de modification de groupement, quand par exemple un des membres du groupement est déclaré irrégulier, en tout cas il est en situation d'exclusion, donc à ce moment-là il peut être remplacé sous un délai de 10 jours. En cours de consultation également, on a des hypothèses dans lesquelles les modifications de la structuration des entreprises peuvent permettre et conduire à ce que le groupement évolue dans la phase offre, bien entendu, à l'instar des modifications contractuelles par avenant en cas de fusion. C'est autorisé par la Cour de justice européenne qui interprète strictement les dispositions de la directive de 2014. La CJUE s'est déjà prononcée en 2019 aussi sur le principe d'intangibilité des groupements. Donc on voit qu'on a un décret qui vient finalement limiter et de manière assez surprenante et probablement inconventionnelle pour partie la règle selon laquelle il y a l'intangibilité des groupements et qui était rappelée assez récemment encore par le Conseil d'État dans un arrêt concernant les assurances des hôpitaux qui s'appelle CHAM. Et donc voilà, c'est un décret qui est un peu surprenant sur cette partie sur les modifications de groupement. Il y a plein de questions. Ah bah oui, ça, alors on va peut-être, je sais pas si on les prend au fil de l'eau ou Marie. On prend quelques-unes, Marie, vas-y. Oui, je prends un café Marco en attendant. Marco, c'est une bonne marque de café, un café durable. on a plein de questions. Alors, est-ce que c'est applicable pour la passation d'un concours? Est-ce que c'est applicable au MAPA ouvert avec Nego? Alors, normalement, c'est en phase restreinte. Donc, le MAPA ouvert avec Nego, ça paraît aussi compliqué. Le concours, ça me paraît aussi très compliqué parce que il n'est pas visé en tant que tel. Et c'est une technique d'achat et pas une procédure de passation. Euh, dans la liste des incomplétudes et des questions que vous pouvez avoir, la pertinence du dispositif, on peut se l'interroger sur le fait que ça soit limité d'ailleurs au seul marché euh, public, parce Oui. que en fait les autres contrats de la commande publique, marché partenariat, vous n'avez pas forcément à faire tous les jours, mais pour les concessions, on peut se dire c'est très très pertinent pour les concessions, parce que c'est vrai que au final, les procédures de concession peuvent durer un certain temps et que on pourrait avoir une certaine souplesse sur les modifications de groupement dans le cadre de la procédure, surtout que les procédures sont longues. Alors,
voilà, donc dans l'absolu, c'est incomplet. Dans l'absolu, ça ne vise que des co-traitances et ça pourrait aussi aller plus loin. Et donc, c'est un dispositif qui peut être une bonne idée, mais je pense que il serait à examiner sur son champ d'application, vérifier si effectivement sur des procédures MAPA ouvertes, après tout, pourquoi pas, Oui. puisque ça pourrait aussi être intéressant de l'autoriser. On peut s'interroger sur l'extension des membres du groupement, parce qu'on peut évidemment modifier éventuellement à ce moment-là les sous-traitances. Parce que quid des sous-traitants? Normalement, un sous-traitant, on ne peut pas le pressentir au niveau de l'offre. Il faut qu'il soit présenté et agréé dès la candidature. Et c'est peut-être plus pertinent d'ailleurs d'autoriser peut-être ça, parce que finalement, sur les procédures restreintes, quel est le sujet, le cœur du sujet? C'est au départ, pendant des années, la pratique régulière était qu'on préparait le dossier de candidature, vous avez règlement de consultation de candidature, phase candidature, sélection des candidatures, puis après envoi du DCE. Bon, ça a changé en 2018 et par l'application du Code de la commande publique, en transposant les règles de la directive, c'est que normalement, dès l'avis d'appel public à concurrence, l'intégralité du dossier de consultation doit normalement être mise à disposition des candidats. Or, euh, les usages, les pratiques font que très souvent le dossier n'est pas fini, parce que c'est vrai qu'on se dit, oh, bon, on va faire du temps masqué, on prépare l'appel à candidature, et pendant ce temps-là, on finalise le DCE dans sa globalité, donc au-delà d'un programme prévisionnel ou un pré-programme, le détail, les spécifications techniques, le détail des programmes fonctionnels détaillés, le détail des cahiers des charges. En fait, tout ça, on le voit dans un deuxième temps. Et c'est dans un deuxième temps que finalement, les candidats s'aperçoivent du périmètre précis exact des prestations attendues, des techniques un peu particulières, de la nécessité de faire appel ponctuellement à des sous-traitants un peu plus spécialisés, et finalement un peu pris au dépourvu, les présente en pressenti, alors qu'on aurait pu les pressentir avant si le dossier avait été complet dès le départ, ce qui n'est pas toujours le cas, il faut quand même le reconnaître. Et donc pour consolider leur offre, en faisant rentrer dans la danse, au moment de la procédure avec négociation notamment, les entreprises qui techniquement vont apporter une véritable plus-value sur la qualité de leur offre. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément réglementé dans le droit européen sur la partie sous-traitance, et c'est quelque chose sur lequel il faut peut-être réfléchir de manière plus professionnelle, si je puis dire, c'est-à-dire notamment pour les grands marchés et avec des compétences un peu multiples, on peut s'interroger effectivement sur l'intérêt d'adjoindre des compétences pendant la phase de finalisation d'offres qui sont nécessaires à l'appréciation d'une qualité intrinsèque renforcée après 6 mois de procédure ou 8 mois de procédure et des échanges, et puis d'ailleurs un affinage, si je puis dire, de la définition du besoin, puisque certes en procédure avec négociation on modifie pas le besoin, mais en dialogue compétitif oui. Donc faut être cohérent sur tout ça. Je pense que le dispositif est plutôt une bonne idée. Malheureusement, c'est le problème de lancer ça pendant le réveillon, c'est qu'il peut, même si le processus évidemment de relecture et d'approbation est un petit peu long, on sent un peu un côté précipité, certes pour d'une certaine manière faciliter prétendument la vie de l'entreprise, mais parfois il y a une injonction contradictoire quand on veut faciliter et simplifier pour les entreprises, on complexifie pour l'acheteur. Question suivante. Alors, je sais pas si on va pouvoir prendre énormément de questions. Marie, je sais pas ce que tu en penses. Dernière Une question, dernière? il y a pas mal vous êtes plusieurs à vous interroger sur est-ce que le règlement de la consultation peut interdire aux candidats de modifier Alors, la composition de leur groupement? oui. Est-ce que, ou est-ce Alors, que vous conseillez oui, de ça ou je le conseille, je l'ai même mis en commentaire dans mm, la dernière mise à jour du code de la commande publique du moniteur. Comme c'est une possibilité, une première idée, c'est de se dire, on va l'interdire tout de suite dans le RRC, c'est-à-dire on informe que dès le départ, le groupement ne pourra pas évoluer. C'est un message clair aux entreprises en disant, constituez-vous correctement, apportez-nous les maximum des garanties professionnelles, techniques et financières dès le début, parce que on ne pourra pas gérer des modifications de groupement en cours de route. Voilà. Plutôt que finalement être dépourvu quand les modifications arrivent et que les entreprises vont dire c'est autorisé par le code, donc pourquoi vous nous l'interdisez en cours de route, si vous voulez. Ça, c'est la première objection. Dans la limite évidemment de ce qui est déjà ou ce qui était déjà autorisé par le code de la commande publique en termes de modification de groupement pour les deux raisons essentielles que j'ai déjà citées. Après, c'est toujours pareil. Si on interdit tout de suite,
on se prive d'une possibilité d'avoir éventuellement une bonne surprise. Et donc peut-être vous pouvez mettre dans les RC, on se réserve la possibilité d'interdire si on estime qu'il y a une rupture ou un trop grand risque sur une rupture d'égalité de traitement. Donc le RC reprécise, mais du coup on est redondant par rapport au code, que ça reste une possibilité que l'acheteur peut décider de ne pas mobiliser. Au même titre que la régularisation des offres, vous savez que la régularisation des offres n'est pas une obligation. Donc l'acheteur magnanime pourra éventuellement décider de régulariser une offre dans l'appréciation qu'il aura d'ailleurs de cette capacité de régularisation, puisqu'elle ne doit pas être trop substantielle. De la même manière, se laisser la possibilité d'examiner des demandes de modification de groupement, pourquoi pas, mais après, du coup, la charge de la preuve incombera à l'acheteur en disant j'ai refusé, voilà pourquoi j'ai refusé, et vous serez évidemment interpellé sur le fait mais pourquoi vous n'avez pas autorisé. Bon, donc, je pense qu'il faut avoir une nuance intermédiaire en disant il est rappelé que même si le code l'autorise, on se réserve la possibilité de ne pas négocier, de ne pas autoriser la modification de groupement, de ne pas régulariser des offres. En fait, on fait un règlement de consultation qui fait la liste de tout ce que vous vous empêchez potentiellement de faire à l'appréciation de votre décision au moment où le problème se posera. C'est assez intéressant comme méthodologie, mais vaut mieux le dire. Merci. Allez, on enchaîne parce que sinon on n'aura pas le temps de balayer les autres sujets. Traiter. Alors, écran suivant. Ça arrive. Ça vient, c'est. J'essaie de partager pas tout le temps l'écran pour qu'on puisse vous voir. Oui, mais il faut, aussi c'est parce que je correctement. m'adresse à la caméra. Écran suivant, c'est oui, le résumé, je l'ai fait, donc on va passer. Donc je vais le faire sur mon propre prompteur aussi. Vous trouvez alors le support sur lequel on s'appuie qui est diffusé est très restreint par rapport à sa réalité réelle. Là, vous avez une version allégée. Donc évidemment, on vous transmettra le support dans son intégralité avec les références juridiques, les extraits de textes, de jurisprudence, etc. Donc ça vous sera communiqué. On n'affiche pas tout aujourd'hui. Il y a une petite modification sur les attestations sur l'honneur de non-condamnation. Il y a une unification de toutes les hypothèses un peu possibles et imaginables, voire inimaginables, de non-condamnation, notamment sur la fusion des éléments de référence sur les attestations sur l'honneur de non-condamnation qui sont prévus au L2141.4. Donc vous verrez ça tranquillement. Globalement, déclarons sur l'honneur. Alors, il y a des gens qui déclarent sur l'honneur, mais ils n'ont pas d'honneur, donc les déclarations sont fausses. On n'a pas de casier judiciaire des entreprises, donc on ne peut pas le vérifier. Et comme l'honneur en France n'est pas sanctionné de la même manière qu'aux États-Unis, finalement, il y en a qui déclarent tout et n'importe quoi sur l'honneur, au risque que vous ne le voyez pas. Donc, ça facilite. Et la liste des délits susceptibles d'entraîner une exclusion au titre de la commande publique est longue comme le bras et assez rarement finalement appliquée. Peu importe, on pourrait en parler pendant 2 heures rien que sur le sujet, et comme on est un peu minuté et le café refroidi, on m'a dit d'avancer. La forme du groupement peut être imposée par l'acheteur. Alors, c'est pas une nouveauté, c'est qu'en fait, avant on disait on peut imposer la forme du groupement quand les conditions d'exécution du marché l'imposent, on va dire, en tout cas conduisent à avoir ce type de décision. On a un décret très novateur, puisqu'au lieu de dire que vous pouvez imposer, en fait, il dit vous ne pouvez pas imposer sauf si. Et en fait, les conditions sont les mêmes. Par contre, j'attire votre attention sur donc ce qui est en bas du petit cadre. Il y a la suppression de l'exigence formelle de justification de cette motivation, on va dire, cette exigence, ça fait 2 fois exigence, dans les documents de consultation. L'ancien texte disait que finalement, dans l'ERC, il fallait expliquer potentiellement ou peut-être justifier les motifs pour lesquels on imposait la forme du groupement. Bon, du coup, c'est compliqué parce que c'est assez au cas d'espèce, casuistique, et donc du coup, la suppression de l'alinéa conduit à ne plus créer l'obligation de le motiver, au risque que l'ayant pas bien motivé, certaines entreprises un peu chafouin sur la question pourraient vous reprocher finalement de ne pas l'avoir suffisamment précisé dans le RC. Alors c'est pas parce que ça disparaît du texte qu'il faut quand même pas motiver pourquoi on impose une forme de groupement, par exemple conjoint avec mandataire solidaire, ce qui est le cas pour la totalité des marchés de maîtrise d'œuvre. On a un groupement conjoint avec les différents métiers de la maîtrise d'œuvre. On a l'archi qui en plus
est une profession réglementée et qui a le monopole sur le projet architectural. Et donc, effectivement, là, on est dans des hypothèses de groupement conjoint avec comme mandataire solidaire, en général, l'archi, puisque c'est l'archi est omniscient, multicompétent, comme il doit l'être, en tout cas professionnellement. Et donc, du coup, c'est en cela qu'il va être solidaire de l'exécution de la totalité des demandes de groupement. Bon, ça se sait. Est-ce qu'il faut le motiver à ce point dans le RC? Non, on a supprimé l'obligation de le motiver dans le RC parce que personne ne le motivait. Mais néanmoins, si un jour quelqu'un vous pose la question, il faudra l'expliquer. C'est assez rare quand même qu'il y ait des discussions autour de ce sujet-là. Bon, des petits messages de fans, hein. Merci à Maître Charel pour ce franc-parler, ça fait du bien. Voilà, on a des messages c'est gentil. de Bretagne. On salue la Bretagne aussi. Voilà. Alors je suis un breton nantais, hein, rien à voir avec Rennes, bien évidemment. Rappel étant fait que le château du duc de Bretagne est à Nantes. Ça va plaire à Anne-Sophie. Accord cadre. Allez. Bon, alors les accords cadres, en fait, le décret ne crée pas une nouveauté, mais sécurise en fait des pratiques sur les accords cadres mixtes. Alors qu'est-ce que c'est? Les accords cadres sont genrés. Il n'y a que 2 genres. En ce moment, faut faire attention. Faut faire attention. Donc ne mélangeons pas. Donc l'accord cadre mixte, c'est celui qui combine à la fois la technique du bon de commande et la technique du marché subséquent. On sait que l'accord cadre à bon de commande, même multi-tributaire, ne peut pas conduire à la remise en concurrence des bons de commande. Le bon de commande se commande sec, donc il faut organiser dans le RC les conditions d'attribution du mode de commande, soit par tour de rôle, soit par disponibilité, enfin bon, il y a plusieurs hypothèses qui permettent d'attribuer des bons de commande. À l'inverse, il est possible de remettre en concurrence les marchés subséquents dans les accords cadres mono-attributaires, multi-attributaires. Donc du coup, le marché subséquent, dont les caractéristiques n'ont pas pu être définies dès le départ dans l'accord cadre, c'est pour ça d'ailleurs que c'est un marché subséquent, on va pouvoir préciser la définition du besoin à ce stade-là, conduit à remettre en concurrence les 3 à 4 multi-attributaires de l'accord cadre, puisque c'est pratiquement sa substance et sa nature. Il existe néanmoins des accords cadres à bon de commande et à marché subséquent mono-attributaire. Ça existe notamment dans la maîtrise d'œuvre urbaine où on a une équipe de maîtrise d'œuvre, on a des prestats qui sont déjà définis avec des missions un peu de base, et puis de temps en temps, il y a des études urbaines à faire, des études sur des ouvrages, des concertations, des variantes de tracés, j'en passe et des meilleurs, et donc du coup, à ce moment-là, on utilise la technique du marché subséquent, même si on est en mono-attributaire. Voilà un peu le panorama de la question. Et certains acheteurs ont déjà depuis un moment, depuis que les accords cadres mixtes existent, mis en œuvre le dispositif simple qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire la partie à bon de commande est attribuée conformément aux dispositions de l'accord cadre, et puis la partie marché subséquent est remis en concurrence. Sauf que on s'est dit ah oui mais le texte ne le prévoit pas. D'autres ont dit oui mais le texte l'interdit pas. Du coup le décret le prévoit, comme ça on est sûr que c'est plus interdit, que donc du coup on peut le faire. Et le texte précise que évidemment dans le règlement de consultation on doit retrouver les conditions qui explicitent la possibilité de recourir à cette faculté. On doit également définir les circonstances objectives déterminant le choix de recourir à un marché subséquent, les mêmes que pour tout marché subséquent, c'est-à-dire l'impossibilité de cristalliser la totalité du besoin au moment où il apparaît. Et on doit également préciser les termes de l'accord cadre pouvant faire l'objet d'une remise en concurrence. Bon, bref, en fait, dites ce dont vous avez besoin, écrivez ce dont vous avez besoin, expliciter le fonctionnement de la remise en concurrence des marchés subséquents dans le cadre d'un accord cadre multi-attributaire, et tout va bien. Donc en fait, ce sont des usages qui sont simplement sécurisés sur le plan juridique pour éviter des remises en concurrence, des remises en cause à l'occasion de contentieux. Voilà. Donc finalement, pas grand-chose de nouveau sous le soleil sur le plan pratique. Par contre, sécurisation sur le plan juridique. C'est bon ? Bon, là, juste une question, mais elle n'est pas forcément en lien avec l'accord cadre mixte. Que pensez-vous des accords cadres composites proposés, par exemple, par Marco? Donc, les accords cadres composites, chez nous, c'est la partie prix global forfaitaire et puis une partie à bon de commande. Vous en pensez du bien? J'en passe plus que du bien, puisque en fait, c'est même d'ailleurs
sacralisé par le Conseil d'État depuis un petit moment. L'arrêt, je crois, c'est Smarov, il date d'un certain temps et donc les couches d'arrêt depuis sont importantes. En fait, c'est presque un peu l'inverse, si vous voulez. C'est que il y a beaucoup de marchés qui conduisent à avoir des forfaits, et puis de temps en temps, on a des besoins ponctuels et on fait appel à la technique du bon de commande sur bordereau de prix. Voilà, donc on fait un bordereau de prix et donc il est composite dans le sens où il est voilà globalement forfaitaire et puis de temps en temps il y a des prestats supplémentaires et on les commande à bon de commande. Le Conseil d'État dit ça marche, il n'y a aucun problème. Attention toutefois, c'est que du coup les dispositions du code concernant les accords cadres vont s'appliquer à ce marché parce que même en étant composite, il peut effectivement être bien qualifié de bon de commande, à bon de commande, et dès lors qu'il est à bon de commande, il va être, par exemple, limité dans le temps, il va être 4 ans. Donc il faut faire extrêmement attention au fait que, en principe, et c'est très très souvent omis, c'est qu'un marché peut avoir une durée de 4, 5, 6 ans, notamment des marchés d'études. Il va y avoir plein de prestations à caractère forfaitaire, ce qui est typiquement le cas, par exemple, pour un marché maîtrise d'œuvre. Et dès lors qu'il y a une partie qui s'exécute à bon de commande, attention au risque de requalification et du fait que la durée du coup, on s'en trouve limitée à normalement 4 ans. Donc l'hypothèse de l'arrêt du Conseil d'État, c'est ça, c'est un bureau d'études. Et donc il y avait une partie forfaitaire sur les prestats d'études et de maîtrise d'œuvre d'infrastructure, et puis une partie à bon de commande. Et donc il a dit, ah oui, mais du coup, le contrat peut pas durer plus de 4 ans, ce qui est évidemment contre-intuitif sur un marché d'études, surtout en matière d'aménagement. Bon, voilà. Donc du coup, il faut plutôt réfléchir sur la sortie par le haut. C'est un marché à la fois à prix global et puis avec des prix globaux, et puis un marché à prix unitaire. Et les prix unitaires sont commandés par OS. Voilà, ce qui du coup conduit à beaucoup de réflexions, en tout cas d'interrogations. Mais à ce moment-là, c'est sur OS comme beaucoup de marchés et sur ordre de service. Et après, on vérifie les conditions d'exécution sans passer par le bon de commande. Et puis il y a aussi la question juridique que je pose et qu'on n'évoquera pas aujourd'hui, c'est la question juridique de est-ce qu'il y a besoin d'un bon de commande pour faire une commande juridique, parce qu'il y a la notion de la commande juridique qui va être par exemple l'OS, et puis après la traduction comptable bon de commande. Or aujourd'hui, du fait des logiciels de finances publiques et autres, on a une confusion des gens, on confond le bon de commande financier avec le bon de commande juridique. Donc c'est en fait deux choses distinctes. On commande et c'est un acte juridique et ça peut être un ordre de service. Et après, on a une traduction comptable qui peut se faire à travers effectivement un bon de commande, au sens où on l'entend dans le logiciel de comptabilité, mais il y a ce sont deux choses différentes. Alors des fois, ça se rejoint en un, ce qui est le cas effectivement de l'accord cadre à bon de commande, puisque le bon de commande cristallise à la fois la commande juridique et la commande comptable. Voilà. Donc il faut faire très attention. Et aujourd'hui, il y a des problématiques. Donc parmi vous, je pense que certains se reconnaîtront entre le délai où en fait, on a un besoin sur le plan technique. Je pense notamment au bâtimentaire. On a besoin de faire réparer un ascenseur, donc on se dit bah, il faut faire un bon de commande pour faire intervenir le réparateur de l'ascenseur ou le plombier pour réparer la fuite. Sauf que les personnes qui sont chargées de ce travail-là, c'est pas elles qui émettent les bons de commande. Et donc, du coup, ça renvoie au service qui fait les bons de commande. Et parfois, il faut 3 mois pour avoir le bon de commande. Donc, moi, j'ai des cas où l'ascensoriste, il a dit, ben, je viendrai réparer l'ascenseur quand j'aurai la notification du bon de commande. Dans 3 mois, dans 6 mois, c'est pas mon problème. Mais certaines entreprises ne veulent plus intervenir tant qu'elles n'ont pas été notifiées du bon de commande, parce que du coup, effectivement, le bon de commande est à la fois juridique et financier. Et du coup, c'est pour éviter les décalages de paiement très importants, parce que si le délai de règlement il est respecté une fois qu'on a le bon de commande, on met 6 mois pour aller à la pêche au bon de commande. Donc c'est des pratiques effectivement qui sont liées à une organisation qui dissocie la partie commande financière de la partie commande juridique. Bon, donc c'est un vrai sujet. Et en plus, c'est un sujet qui peut relever de la responsabilité des gestionnaires publics, puisque on peut avoir des cas, et j'en ai déjà eu, qui sont même partis en conseil de discipline, où la personne qui commande la réparation de l'ascenseur le fait parce que c'est urgent, mais on lui dit t'as pas le pouvoir de le faire et en plus t'as dépassé le seuil maximum autorisé de l'accord cadre, et donc du coup t'as commis une faute puisque du coup t'as dépassé, non seulement t'as commandé alors que t'avais pas le droit de commander avec le bon de commande, parce que t'avais pas le bon de commande, mais en plus ça a dépassé le montant maximum du marché. Et la personne en question dit oui, mais il fallait quand même que je répare la fuite. Non, vous croyez pas
Voilà. Et oui, et oui. Et donc du coup, ça pose la question de la réorganisation un petit peu du process de commande dans le mode de fonctionnement. Donc interrogez-vous là-dessus parce que effectivement, il y a des sujets de responsabilité et de services non faits au final par des gens qui ne peuvent pas commander ce qu'ils voudraient commander, mais qui sont en attente de mon commande qui tarde à venir. Merci. Alors, Euh, juste un petit rappel de timing, il nous reste une vingtaine de minutes euh, pour donc on le... finit pour peut-être la présentation des dispositions réglementaires, on va aller vite. Oui, parce qu'on Euh, voudrait bien quand même Un deux, petit trois peu de petites jurisprudence, jurisprudences aussi. ouais, ouais, surtout celle de Strasbourg, je sens que la suppression, non, d'abord le relèvement du seuil de la part des PME de 10 à 20%, bon, ok, pour ceux qui font des marchés globaux notamment. La suppression du taux du solde du remboursement de l'avance à 80% pour les PME. C'est pour améliorer le lissage. Donc effectivement, au lieu que les entreprises soient obligées d'avoir remboursé 100% de l'avance lorsque 80% de l'exécution financière du marché est atteinte, on a supprimé ce taux-là et donc du coup, ça peut se lisser et potentiellement, on peut se dire qu'il faut que 100% de l'avance soit remboursée au moment où 100% du marché a été exécuté. Donc on en est quasiment à peu près là. Attention toutefois à vérifier que en ce qui concerne les acheteurs publics, collectivités territoriales et équivalents, vous pouvez, et c'est plus que fortement recommandé d'ailleurs, assortir le versement de l'avance par une garantie à première demande, parce que sinon en cas de liquidation, notamment d'entreprise, en ce moment il y en a un peu, plus de 60 000 par an, on a battu les records depuis plus de 20 ans, en fait l'avance elle n'est pas garantie si vous n'avez pas une garantie bancaire à première demande. Par contre, pour nos amis de l'État, des établissements publics de l'État, il n'y a pas la possibilité d'assortir le versement d'une avance qui se rembourse longuement dans l'exécution du marché par une garantie à première demande ou une caution bancaire. L'État est responsable de ça et supporte le risque. Dans la même catégorie pour les PME, en tout cas pour certains acheteurs qui disposent de budgets relativement conséquents en termes de dépenses de fonctionnement supérieures à 60 millions d'euros, il est possible, il est même demandé que le montant de la retenue de garantie pour les marchés de travaux passe de 5 à 3. Aussi, c'est pour du coup diminuer le portage financier par les entreprises d'un différé de règlement du solde du marché, puisque la retenue de garantie sert à garantir qu'on puisse lever les réserves dans les délais. Globalement, on va finir le réglementaire avec l'arrêté du 13 janvier que Marie avait signalé il y a quelques jours sur LinkedIn, sur les obligations et la publication des données concernant l'obligation d'acquisition de biens issus du réemploi et de la réutilisation. Donc un arrêté qui définit les conditions de publication de ces informations et la déclaration obligatoire à faire avant le 30 janvier 2025. N'oubliez pas, il n'y a pas que la déclaration d'impôt qu'il faut faire avant le 30 juin, il faut aussi faire cette déclaration-là au milieu. Du coup, on peut passer à un petit peu de jurisprudence, peut-être. Est-ce qu'il y a des questions sur le réglementaire rapidement qu'on pourrait évacuer? Je passe sur le règlement, les deux règlements européens, vous verrez sur le support, ça, il y a des choses qu'il faudra faire d'ici, notamment le 1er juillet 2026. On sera pas loin, à un mois et demi près, de l'obligation d'appliquer des critères d'attribution environnementaux dans la commande publique en application de la loi résilience, climat et résilience, et il faudra également prévoir donc des critères d'attribution. C'est tout en bas, enfin, la dernière ligne. À cet égard, un critère d'attribution lié au règlement éco-conception devra faire l'objet d'une pondération comprise entre 15 et 30%. Donc en plus, là, vous avez un texte européen qui, direct, à partir du 1er juillet 2026, vous dira il faudra obligatoirement un critère d'attribution en lien avec le réemploi et le recyclage entre 15% et 30% de critères d'attribution. Voilà, on aura le temps d'en reparler. Oui, ça va susciter beaucoup de questions. Bon, il y a déjà, vous êtes nombreux déjà à avoir mis en place ce genre de critères dans vos procédures, mais pas tous. Et à chaque fois, il y a énormément de questions Oui, qui sur fusent là-dessus. le taux qu'on va prévoir, comment on Mm. l'analyse, comment on vérifie, Ouais, comment on les vérifie? attestations des tiers, les tiers de confiance, les certifications, les écolabels, etc. Un sujet en soi. Un peu. Un prochain café Marco. Oui, c'est ça. Ouais, ça c'est pas le café. Il faut prévoir café, Oui, je pense que là, ça va être un peu plus long. déjeuner et dîner.
On passe sur, oui, ça c'était, bah voilà, ce slide-là sur les corruptions. Donc on peut passer sur l'actualité jurisprudentielle. Allez-y. Alors un arrêt, alors il est tout frais, tout chaud, mais vous le regarderez attentivement. C'est des histoires de tuyaux d'eau usée et une entreprise qui a dit mais attendez, dans le CCTP, il est prévu des tuyaux en grès ou en béton pour évacuer les eaux, à peu près ce que ça représente. Et une entreprise lève la main et dit mais moi je fais des tuyaux en plastique, pourquoi vous m'interdisez les tuyaux en plastique? Alors du coup, effectivement, l'affaire a été portée devant la CJUE et la CIJ dit ben ouais, on peut pas imposer nécessairement des matériaux, faut mettre éventuellement ou équivalent, sauf à ce que des conditions particulières puissent justifier que ben, effectivement il n'y a pas d'équivalence et les conditions intrinsèques de définition du marché excluent une catégorie de matériaux. Alors on connaissait, il y en a un autre que j'ai pas cité là, mais on sait que quand on fait référence à des normes, à des caractéristiques techniques, à des marques, on met toujours ou équivalent ou équivalent. Mais là, on va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on dit pour que la concurrence soit réellement assurée, finalement, on vient s'immiscer dans le rôle de la maîtrise d'œuvre technique pour dire mais pourquoi pas des tuyaux en plastique finalement pourquoi quelles sont les caractéristiques particulières qui induisent d'exclure le plastique par rapport au béton et aux tuyaux en grès. Voilà. Et évidemment, ça limite la concurrence parce que ça exclut tous les fabricants d'autres tuyaux qui peuvent avoir les mêmes caractéristiques techniques que le béton et le grès en l'espèce. Et donc, du coup, l'exclusion est limitative et donc probablement irrégulière. Donc, ça interroge la qualité de la rédaction des CCTP. Et en fait, ça interroge tout le monde sur le fait que, mais dites donc, est-ce que vous pensez qu'on va pas être obligé de ne plus interdire les variantes? Voilà. Oui, c'est vrai que moi je l'avais pas vu cet arrêt, je le découvre. Ouais, Merci. mais avec. Mais du coup, il est un peu stressant quand même. Alors, il est très stressant parce que 10 cas plastique, là, dit, ben ouais, moi, maintenant, il faut plus m'interdire de pouvoir répondre avec le plastique. Alors là aussi, je pourrais vous en raconter sur les filtres donc à charbon actif traités à la vapeur ou traités chimiquement, donc des vieux arrêts effectivement qui interpellent sur finalement le haut équivalent ou en tout cas les prescriptions techniques d'un CCTP qui restreignent trop la concurrence par rapport au champ fonctionnel et matériel que les entreprises peuvent investir. Et d'ailleurs, ça fait de la promotion de l'innovation technologique parce que évidemment, si on fait qu'à chaque fois pas de variante, on fait toujours que du béton, du grès ou je ne sais pas quoi, ben finalement, si on interdit les variantes et si en plus ça exclut les entreprises qui ont des matériaux innovants, des techniques innovantes, ben en fait, ça pose la question de l'interdiction des variantes. Voilà. Si aujourd'hui d'ailleurs par principe il faut de nouveau réautoriser les variantes potentiellement, c'est dans le projet de loi de simplification qui évoque le fait que de nouveau dans les procédures formalisées, le principe c'est l'autorisation des variantes et non pas l'inverse. En fait, le sujet c'est peut-on encore interdire les variantes avec un arrêt comme 10 cas plastique. Ensuite, pour aller rapidement, sur alors l'échelle après. on est sur l'échelle vous regarderez ça tranquillement. En fait, j'ai essayé de vous résumer les conditions de régularisation des offres parce que c'est un sujet très très récurrent. Les demandes sont extrêmement nombreuses. Les questions sont très très nombreuses aussi en formation en disant, bah alors dans cette hypothèse, est-ce que je peux régulariser les offres? Quelle est la nature de la régularisation? Quelle est la nature de l'irrégularité? Comment on procède pour pouvoir régulariser? Et évidemment, il y a des risques juridiques parce que on prendra pas de risque à ne pas régulariser. Donc là où il y a le petit gyrophare, c'est ça reste une faculté. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin de l'écrire dans le RC d'ailleurs. Potentiellement, vous pouvez vous réserver la possibilité de régulariser ou pas des offres en fonction des circonstances, du niveau d'irrégularité détectée, du risque juridique, de l'état de la concurrence. S'il y a que 2 offres, vous voulez pas régulariser une, ça vous en laisse qu'une. Bon voilà, donc en fait, il faut s'interdire rien du tout, s'autoriser ce qu'on peut, et c'est plutôt pouvoir s'adapter, il faut faire preuve d'agilité. Bon, donc rappel étant fait que l'acheteur a la possibilité ou pas de régulariser selon les circonstances, et qu'on ne peut pas lui reprocher de ne pas régulariser, ça c'est la solution qui juridiquement est la plus sécure, sauf que évidemment, quand on a une insuffisance de concurrence ou des offres qui sont toutes irrégulières, soit on déclare tout sans suite pour motif d'intérêt général, soit on essaye de régulariser.
Et donc, du coup, vous avez 5 étapes que j'ai résumées avec ce petit schéma. Donc, qui passe par l'identification de l'irrégularité en tant que telle. Ensuite, on apprécie le caractère régularisable ou pas parce que, effectivement, et c'est écrit en petit en bas, vous relirez, il ne faut pas que la régularisation conduise à une modification substantielle d'offre, en principe pas de modification de prix, etc., sauf une erreur voilà, majeure et en tout cas qui, si elle n'était pas corrigée, induirait une exécution de mauvaise foi du contrat. Ensuite, on passe par un process, on va formaliser la demande de régularisation avec un délai. Bon, alors déjà, ceux qui répondent hors délai, dehors. Ceux qui répondent dans le délai, on examine. On vérifie effectivement si du coup, dans la réponse qui est apportée à la demande de régularisation, c'est satisfaisant. Il ne faut pas que ça soit considéré non plus comme de la négociation quand on est en procédure d'appel d'offres en particulier puisqu'on n'est que dans ce cadre autorisé à faire des demandes de précision, une demande de régule, qui ne soit pas une négo. Donc là, on commence à rentrer dans des nuances de gris de sécurité juridique un peu compliquées. Donc c'est sexy les nuances de gris, mais ça peut aussi partir sur le contentieux. Ensuite, on examine donc effectivement cette régularité d'offre et au final, on prend une décision, offre, on la régularise, on l'accepte et du coup, elle est classée. Et à l'inverse, on considère que la régularisation est trop importante, trop substantielle et pas satisfaisante, et auquel cas on confirme dans le rapport d'analyse des offres que l'offre est irrégulière. Elle n'est donc pas classée, elle n'est pas jugée en tant que telle, et donc elle a son statut d'offre irrégulière qu'on va, s'il y a du contentieux, défendre réellement. Et à l'inverse, si parfois il y a de la contestation sur la méthode de mise en œuvre des critères d'attribution, en compte technique de contentieux sur le référé pré-contractuel en particulier, on va aller chercher des petits détails qui peuvent éventuellement, a posteriori, faire la démonstration que l'offre était en tout état de cause irrégulière, ce qui du coup permet de faire la démonstration que l'entreprise n'est pas lésée et que le contentieux ne sert à rien, puisque son offre était irrégulière. Donc c'est l'enjeu de la régularisation, il est à la fois pour vous permettre de mieux juger les offres et après, potentiellement, s'il y a une contestation, de mieux fermer le contentieux en disant que le contestataire était au demeurant irrégulier. Donc c'est assez intéressant. C'est voilà, dans le détail, j'ai mis ce petit schéma. Et il me reste donc précisément 5 minutes pour peut-être évoquer le focus sur la vérité, sur l'affaire des 3 devis, toute référence évidemment à Dicker étant totalement fortuite. Je trouve que c'est sympa le titre, la vérité, bien sûr. Voilà. Et donc du coup, les 3 devis avec cette histoire du théâtre de Strasbourg là, qui a un peu frappé les esprits. Mais en fait, qui a rappelé aussi qu'il y avait déjà une décision par la Cour administrative d'appel de Douai concernant l'affaire de la fameuse tondeuse à gazon. Alors c'est tout en bas. C'est l'arrêt CEAL de Douai donc du 31 décembre 2012. Et le 31 décembre est toujours propice à quelques polémiques. Alors je vous raconte d'abord Douai, parce que 2012, Cour administrative d'appel, excusez du peu quand même. C'est pas une ordonnance d'Inter. Bon. C'est donc une commune qui avait besoin de tondeuses à gazon pour tondre le rond-point, les abords. Alors les tondeuses type tracteur, vous voyez, enfin Les stades, etc. alors ou équivalent ou pas la Fimo équivalent parce que la Fimo elle est peut-être électrique, mais le fil il doit être, doit être lent. Voilà. Donc pour tondre un rond-point, voilà, il vaut mieux, enfin, ça, il faut que le rond-point soit plat, mais il peut être comme ça. Bref, achète une tondeuse à gazon à l'époque 1200 euros. Alors évidemment, celui qui n'a pas été choisi, il dit ben moi, qu'est-ce qu'elle avait ma tondeuse à gazon? La couleur vous plaisait pas, elle n'était pas rouge Ferrari ou équivalent, je comprends pas. La commune dit bon non, c'était pas le moins cher. Voilà, basta. Et du coup, le vendeur de tondeuse à gazon a fait un recours devant le tribunal administratif de Lille. Puis après, il y a eu appel, parce que le TA a annulé un appel devant la cour administrative d'appel de Douai pour 1200 balles, pour redire. Mais du coup, quand on choisit sur la base des devis, il faut faire un rapport d'analyse des offres, alors. Bah oui, il faut faire un RAO en 3 exemplaires. Alors, simple, hein, mais quand même, parce qu'effectivement, même pour une tondeuse à gazon de 1200 euros, il faut un rapport d'analyse des offres si vous avez demandé 3 devis. Et on avait un peu oublié ça. Et puis, paf, ça ressort au théâtre de Strasbourg. Grosse affaire. Grosse affaire.
Rappel étant fait qu'à moins de 40 000, on peut acheter direct. Hein. Bon, voilà. Donc, la collectivité ne publie pas, mais demande 3 devis. Donc, c'est pas une publicité, mais c'est néanmoins une publication, en tout cas rendre public au moins auprès de 3 personnes, potentiellement, voire davantage, en mettant ça sur son profil d'acheteur, sur son site internet pour faire genre. Tiens, j'aurais besoin d'un CSPS. Bon, vu le montant de l'opération, on sait que ça va coûter aux alentours de 3 000. Alors du coup, ben, on en prend un pour 2007, et celui qui coûtait 3 002 dit, ben ouais, mais moi, je savais pas que c'était que sur le prix, parce que du coup, si vous avez demandé 3 devis et que si vous avez jugé que sur le prix, bah, c'est pas possible, parce que normalement, l'adjudication en France est interdite. Donc, sauf quand nous dit le code, quand l'achat, l'objet de l'achat de services ou de fourniture porte sur des fournitures ou services standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur économique à l'autre. Et donc, du coup, le raisonnement retenu par le tribunal administratif, c'est pas au référé d'ailleurs, c'est un jugement au fond, pour 3 000 euros, hein, on est d'accord, hein, l'enjeu c'est le principe, c'est pas le montant. Pour 3 000 euros, ben, finalement, il eût fallu faire donc une analyse des offres sur du multicritère, puisque un coordinateur sécurité et protection de la santé, ben, d'un opérateur à l'autre, il va venir un peu plus, un peu moins. Bon, bref, c'est de la presta intellectuelle, donc c'est pas complètement standardisé la façon de répondre. Et donc du coup, c'est une consultation, puisque par définition il y a 3 devis, et donc du coup, nécessairement il faut mettre des critères, et donc du coup les pondérer, et donc du coup faire un rapport d'analyse des offres, y compris pour 3 000 euros. Donc en même temps, on peut aussi prendre un coordinateur SPS à 3 000 euros sans mise en concurrence et sans publicité. C'est autorisé, ça fait moins de 40 000, c'est peut-être un peu plus court, et puis alors pour le coup, c'est la loi d'enquiquinement minimum, parce qu'au final, là, vous avez vu, pour 3 000 euros de coordinateur SPS, et ben, voilà, il faut, si on met en concurrence, nécessairement faire tout le process, critères, analyse, pondération, attribution. Voilà, le temps est écoulé pour cette partie-là. Quelques jurisprudences assez en fait particulières sur lesquelles je voulais attirer votre attention, évidemment. Il y en a une quantité industrielle sur 2024, mais le format suffit d'ailleurs pour 1 heure, parce que je pense que vous quitteriez tous le café au bout d'un moment s'il fallait vous faire la longue litanie de toutes les décisions rendues en 2024 en matière de commande publique. Merci en tout cas pour votre attention, et de nouveau merci pour l'invitation. Bah, merci à vous, Nicolas. Très intéressant. Oui, on aurait plein de questions et plein de débats encore à mener, mais bon, bah, on a toute l'année 2025 là, pour continuer à échanger sur la commande publique, sur ce format, sur les réseaux. On a différents canaux. En tout cas, votre présence a été plébiscitée par nos auditeurs, notamment par le biais du chat. L'occasion pour moi de vous rappeler 2 choses, c'est que tous nos webinaires sont disponibles en replay depuis le logiciel Marco ou sur notre chaîne YouTube, hein, pour pouvoir revoir, partager éventuellement ces webinaires, et également que le support, comme cela a été évoqué, vous sera transmis par mail. Hein, Bah oui, puisqu'il va être encore plus riche que la présentation. voilà. Alors, juste 2 minutes pour vous rappeler, hein, ce que fait Marco. C'est un outil qui permet l'estimation, la rédaction et l'exécution des marchés publics de manière sécurisée. Oui, Marie? Non, c'était juste qu'on est toujours sur les 3 devis, mais Oui, tout à fait. Alors, je peux on peut, basculer sur plutôt sur, certains euh, acheteurs peuvent acheter Marco en 3 devis, mais pas tous. tout à fait. Hop, je vais passer. Voilà. Donc, Marco, l'estimation, la passation, l'exécution de manière sécurisée. Marco, c'est Agisoft avec derrière toute une équipe de juristes pour vous aider dans la rédaction de vos marchés, que ce soit par le biais d'un outil complet et sécurisé, ou par le biais d'une hotline pour répondre à toutes vos questions, et ce pour les différentes étapes de la vie de votre marché. Alors pour la plupart d'entre vous, vous êtes déjà équipés de Marco. Pour les autres, n'hésitez pas à revenir vers nous, à aller consulter nos vidéos, à nous contacter. On se fera une joie de vous faire une démonstration peut-être un peu plus complète
d'outils et vous montrer tout ce qu'on peut faire avec Marco. Oui, oui, c'est vrai que la démo, c'est l'idéal pour pouvoir cibler en fonction de votre besoin en quoi le logiciel va pouvoir vous aider, vous faire gagner du temps, vous sécuriser d'un point de vue juridique. Donc, vous nous contactez, on cale une petite démo ensemble qu'on pourra bien orienter sur votre manière de travailler. Une dernière fois, merci beaucoup à tous. Vous étiez très nombreux, et quand je dis très, c'est effectivement très très nombreux à nous suivre Ouais, on aujourd'hui. était presque 800, enfin un peu moins de C'est ça. 800 à un moment donné connectés. Donc, merci à toutes et à tous. J'ai oublié la Corse dans les îles, donc un petit coucou spécial à la Corse qui a vraiment adoré ce format et qui nous encourage à le reprogrammer. Vous travaillez en Merci. Corse, Nicolas. Un petit Vous peu, avez des oui. clients en Un Corse? petit salut pour nos amis réunionnais, puisque j'étais la semaine dernière. Donc, si on se croise pas sur le territoire, sur le département, on peut se croiser au café, Oui, au café Marco. il y avait Elodie qui est très active sur les réseaux de la Réunion qui était connectée. Donc, je fais aussi un coucou spécial. En tout cas, c'était ouais, un plaisir d'animer ce format. Ça donne envie de continuer. C'était le troisième, c'est ça? C'est C'est le ça. troisième Café Marco. Donc, longue vie à ce format. Et si vous avez envie d'intervenir à nos côtés, n'hésitez pas. On est très ouvert à nous tout ce qui touche à la commande publique, à simplifier l'approche de la commande publique tant pour les fournisseurs que pour les acheteurs. C'est notre credo et on prend le pari là qu'en 2025 il va y avoir un grand vent de simplification. C'est ça qui va souffler sur la commande publique. C'est ça. Bon, Comme en 1994. Tout pareil. merci à tous. Merci. Je lance le générique. Marine va pouvoir couper la Merci caméra tout le monde. et on vous dit à bientôt. À Bonne Au revoir. journée. bientôt. Au revoir.